Bonjour mes chers élèves, je suis ravi de m'adresser à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais traiter avec vous un exercice de génétique mendélienne. C'est un exercice qui est intéressant pour les trois filières sciences mathématiques 1, sciences de la vie et de la terre et sciences physiques, bien qu'il fait partie du corrigé du sujet de l'examen national du bac, deuxième bac sciences mathématiques 1, session de rattrapage 2016. Donc, la matière, bien sûr, c'est sciences de la vie et de la terre. Euh, Cet exercice se situe dans la partie raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Donc, c'est la première partie de l'exercice 1. Donc, j'ai dit cet exercice se rapporte à la génétique mendélienne. Bien. Eh bien, puisqu'il s'agit de la génétique mendélienne, je vais faire un petit rappel. Je vais vous donner un certain nombre de conseils méthodologiques avant de rentrer dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire dans l'exercice. Tout d'abord, je vais vous présenter donc cette plante, c'est le pois. Eh bien, dans cet exercice, on va traiter euh, trois caractères héréditaires. Trois caractères héréditaires en rapport avec cette plante qui est donc le pois cultivé. D'une part, la longueur de la tige. Donc nous avons des variétés ou bien des lignées qui ont des tiges courtes et des lignées qui ont des tiges longues. Ça d'une part. D'autre part, en ce qui concerne le fruit, donc les fruits des légumineuses, il s'appelle la gousse. Donc la gousse, on va en étudier donc deux caractères. D'une part, la forme de la gousse. Nous avons donc des gousses droites et des gousses incurvées, ça d'une part. Et d'autre part, on va étudier la couleur de la gousse, c'est-à-dire la couleur jaune et la couleur verte. Bien, puisqu'on va étudier trois caractères héréditaires, bien sûr, vous savez très bien que au niveau de votre cours, vous avez deux cas. Si vous êtes en train d'étudier un seul caractère héréditaire, on va dire qu'il s'agit d'un monohybridisme. Et si on est en train d'étudier deux caractères, il s'agit donc d'un dihybridisme. Mais ici, nous avons trois caractères, mais au niveau des croisements, on va les étudier deux à deux, c'est-à-dire à chaque fois, au niveau de chaque croisement. Donc ça va toujours rentrer dans le cadre du dihybridisme. Donc si nous avons par exemple trois caractères 1, 2, 3, je peux étudier des croisements qui sont en rapport avec le caractère 1 et 2 dans le cadre d'un dihybridisme et je peux étudier le caractère 2 et 3 dans le cadre d'un autre dihybridisme, c'est-à-dire histoire de rester toujours dans le contenu de notre programme, à savoir on est en train d'étudier soit le monohybridisme, soit le dihybridisme. Ça d'une part. D'autre part, ici, je vais vous présenter un autre document qui va donc nous permettre de discuter un problème très intéressant. Bien, euh, lorsqu'on fait des croisements, c'est-à-dire dans le cadre de la génétique mendélienne, parmi les questions qu'on peut se poser par rapport à un caractère donné, c'est que est-ce qu'il s'agit d'une transmission autosomique ou bien une transmission gonosomique? Eh bien, que veut dire transmission autosomique ou bien transmission gonosomique? Transmission autosomique, c'est-à-dire que le gène, le locus du gène est situé sur un autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel, pardon. Et qu'est-ce que c'est que donc une transmission gonosomique? C'est lorsque le locus du gène est situé sur un gonosome, c'est-à-dire sur un chromosome sexuel. Généralement, il s'agit de la partie propre à X. Maintenant, dans l'exemple présent, nous sommes face à une plante. Eh bien, tout simplement, je dois vous dire que pour les plantes, c'est-à-dire contrairement à ce que l'on peut donc observer chez les animaux, pour les plantes, au niveau du karyotype, on ne peut pas faire donc cette fameuse distinction entre les autosomes et les gonosomes. Donc il y a le karyotype des végétaux, donc c'est toute une autre logique.
on ne peut pas donc faire cette distinction entre autosome et gonosome. C'est-à-dire que lorsque vous avez une plante, eh bien, toutes les interprétations chromosomiques, toutes les interprétations de la transmission de tous les caractères étudiés, ça va se faire à la manière de la transmission autosomique. Donc, on ne va pas chercher pour le blé, par exemple, j'ai dans ici donc, le cas du blé, on ne va pas chercher pour le blé, est-ce qu'on a un X ou un Y ou quelque chose comme ceci, mais tout simplement pour les plantes, le karyotype des plantes, le génome des plantes, il a une autre structure donc qui n'a rien à voir avec cette distinction autosome-gonosome. Eh bien, toutes les interprétations devraient être faites à la manière de la transmission autosomique, sans même prononcer pour les végétaux. Vous n'avez même pas besoin de prononcer le terme de transmission autosomique. Donc, on ne va pas chercher donc la problématique de autosomique gonosomique. Vous pouvez donc la poser lorsque vous êtes lorsque vous êtes face à un croisement qui traite des animaux. Par exemple, vous pouvez avoir des souris, des mouches comme la drosophile, etc. Des mammifères, tout ce que vous pouvez donc imaginer. Mais lorsqu'il s'agit donc de végétaux, on ne va pas penser à cette problématique de transmission gonosomique. Très bien. C'est-à-dire tout ça se passe comme si donc il s'agit d'une transmission autosomique. Donc à chaque fois que vous avez des végétaux. Bien. Ça, c'est une remarque. C'est la deuxième remarque si vous voulez. Et puis, ici, je vais vous présenter un certain nombre de schémas de synthèse qui vont vous permettre d'expliquer. J'ai utilisé ce schéma-là pour vous expliquer que veut dire mode de transmission. Donc, à chaque fois que vous entendez mode de transmission, eh bien, le mode de transmission, si on vous dit, et d'ailleurs, c'est une question qui se répète, que ce soit en rapport avec la génétique humaine ou bien avec la génétique mendélienne, c'est-à-dire la transmission des caractères héréditaires chez les organismes diploïdes, ou bien les lois statistiques de transmission des caractères héréditaires chez les organismes diploïdes. Donc, toujours, on se pose la question, pardon, mode de transmission. Eh bien, si on vous pose la question, quel est le mode de transmission d'un tel caractère héréditaire ou bien d'une maladie héréditaire, etc., eh bien, cette question de mode de transmission, ça englobe plusieurs éléments. C'est-à-dire, si je veux montrer le mode de transmission d'un caractère dans le cadre d'un monohybridisme ou bien de deux caractères dans le cadre d'un dihybridisme ou bien d'une maladie héréditaire dans le cadre de la génétique humaine, eh bien, quelles sont les questions qui sont donc... pardon, quelles sont les questions qui englobent donc cette expression de mode de transmission? Eh bien, c'est-à-dire on doit répondre à la problématique de la dominance. Alors, qu'est-ce que c'est que répondre à la problématique de la dominance? C'est-à-dire, il faut dire pour un caractère donné, parce que ce sont des problèmes, même que ce soit au niveau d'un monohybridisme ou bien d'un dihybridisme, ce sont des questions auxquelles on doit répondre par rapport à chaque caractère héréditaire. Donc, pour un caractère héréditaire donné, on doit répondre à la question de la dominance. Eh bien, que veut dire répondre à la question de la dominance? C'est-à-dire dire est-ce qu'il s'agit d'un cas de dominant versus récessif, c'est-à-dire vous allez avoir un allèle dominant contre un allèle récessif, ou bien est-ce que vous êtes face à un cas de codominance? Donc ça, c'est la problématique de la dominance. Deuxième problématique, c'est l'emplacement des locus des gènes. Eh bien, que veut dire l'emplacement du locus du gène? Eh bien, nous avons donc deux possibilités, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une transmission autosomique? À ce moment-là, le locus du gène, ou bien le gène tout simplement, est situé sur un autosome, hein, c'est-à-dire sur un chromosome non sexuel. Et j'ai dit, c'est une problématique qu'on se pose lorsqu'il s'agit d'animaux. Bien, alors, en ce qui concerne les expressions que nous utilisons, donc je dois
savoir comment m'exprimer lorsque je parle d'un gène ou bien lorsque je parle de deux allèles. Généralement, on étudie un couple d'allèles, c'est-à-dire lorsque vous croisez deux lignées pures, donc chacune porte un allèle donné par rapport au caractère en question. Alors, lorsque je dis transmission autosomique, eh bien, c'est-à-dire, je vais dire que le gène est situé sur un chromosome non sexuel, c'est-à-dire un autosome. Ou bien, si je veux m'exprimer en parlant d'un couple d'allèles, eh bien, tout simplement, je vais dire que le couple d'allèles, en rapport avec le caractère héréditaire étudié, est situé sur une paire de chromosomes sexuels ou bien sur une paire de chromosomes non sexuels. Donc, emplacement des locus, transmission autosomique, transmission gonosomique. Eh bien, que veut dire transmission gonosomique? Eh bien, c'est-à-dire que le gène est situé sur un gonosome. Généralement, dans la quasi-majorité des cas, le gène est situé sur la partie propre à X. C'est pour laquelle vous avez l'habitude de présenter le génotype des individus du sexe masculin avec un Y qui est vide. C'est-à-dire que le gène il est situé sur la partie propre à X. Voilà donc, ce sont donc des questions qui rentrent dans le cadre de la problématique, donc de la question qui nous dit donc mode de transmission. Donc pour la dominance, soit on est face à un cas de dominant versus récessif, ou bien on est face à un cas de codominance. Pour l'emplacement des locus du gène, on a transmission autosomique ou bien transmission gonosomique. Donc tout ceci, ça rentre dans la problématique de ce qu'on appelle quel est le mode de transmission d'un caractère héréditaire donné. Mais il y a encore des éléments qui rentrent toujours dans le cadre de la problématique du mode de transmission, surtout lorsqu'il s'agit d'un dihybridisme. Donc, regardez bien, s'il vous plaît, ce schéma de synthèse. Si je suis dans le cadre d'un dihybridisme, eh bien, toujours, les éléments qui constituent la problématique du mode de transmission d'un caractère donné dans le cadre d'un monohybridisme ou bien de deux caractères dans le cadre d'un dihybridisme, eh bien, on va toujours se poser la question, est-ce que les gènes sont indépendants ou bien est-ce que les gènes sont liés? Donc, toujours, ce sont d'autres éléments donc, qui rentrent dans le cadre de la problématique du mode de transmission. Eh bien, dans le cadre d'un dihybridisme, donc j'ai le droit de poser deux hypothèses. Est-ce qu'il s'agit de gènes indépendants ou bien est-ce qu'il s'agit de gènes liés? Très bien. S'il s'agit de gènes indépendants, eh bien, je vais poser une autre question à propos de l'emplacement des locus du gène. Eh bien, deux gènes indépendants, je veux dire que soit que les deux couples d'allèles sont situés sur deux paires différentes de chromosomes homologues, qui sont des chromosomes non sexuels, c'est-à-dire transmission autosomique donc pour les deux caractères, mais les couples d'allèles sont portés par deux paires de chromosomes différentes, ou bien tout simplement les gènes sont portés par des chromosomes différents, des autosomes différents. Donc, gène indépendant, c'est-à-dire autosomique plus autosomique. Ou bien, je peux avoir des gènes indépendants, mais pour un caractère, on a une transmission autosomique, et pour l'autre, on a une transmission gonosomique. Je ne peux pas avoir des gènes indépendants avec gonosomique et gonosomique. Pourquoi? Pour la simple raison que nous avons plusieurs paires de chromosomes autosomes, mais nous avons, dans notre karyotype, une seule paire de gonosomes. Donc, j'ai noté ici indépendant. Eh bien, indépendant, j'ai autosomique plus autosomique, ou bien autosomique gonosomique, c'est-à-dire transmission autosomique pour les deux caractères, ou bien transmission autosomique pour un caractère et gonosomique pour l'autre. Ça ne peut pas être indépendant et à la fois gonosomique pour les deux. Ce n'est pas possible parce que, j'ai dit, dans le karyotype, nous avons une seule paire de gonosomes, alors que nous avons plusieurs paires d'autosomes. Si l'on prend par exemple le cas de l'espèce humaine, nous avons 22 paires d'autosomes
et une seule paire de gonosomes, c'est-à-dire XX pour les individus du sexe féminin et XY pour les individus du sexe masculin. Bien, ça, c'est en ce qui concerne donc le cas de gènes indépendants. Si nous avons des gènes liés, eh bien, nous avons deux cas. Soit il s'agit d'un linkage absolu, c'est-à-dire que la distance entre les deux gènes, entre les deux locus des gènes, elle est tellement petite que ça ne permet pas d'avoir un crossing over. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un linkage absolu. Ou bien, nous avons un linkage relatif, toujours dans le cadre de gènes liés. Eh bien, le linkage relatif, cela veut dire tout simplement que la distance elle est assez importante, de telle sorte qu'elle permette d'avoir un crossing over. Et le crossing over, comme vous savez très bien, ça vous donne au niveau des individus de F1, ça vous donne en plus des gamètes de type parentaux, ça vous donne des gamètes de type recombiné. Donc, gènes liés, donc nous avons deux cas, soit le linkage absolu, soit le linkage relatif. Et dans ces deux cas, pour l'emplacement des gènes, soit que les deux gènes sont situés sur un autosome, parce qu'ils sont liés, c'est-à-dire le couple d'allèles est porté par une seule paire de chromosomes homologues. Et cette paire de chromosomes homologues, donc ça doit être soit une paire de gonosomes ou bien une paire d'autosomes. Voilà, donc, gènes liés, les deux caractères sont à transmission autosomique ou bien les deux caractères sont à transmission gonosomique s'il s'agit par exemple de gènes qui sont tous les deux situés par exemple sur le chromosome X. Voilà, après donc ce petit rappel méthodologique, eh bien, on va rentrer dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire, j'ai dit, l'exercice qui rentre dans le cadre du sujet du bac 2016, sciences mathématiques A, session de rattrapage, exercice, donc c'est la partie raisonnement scientifique, exercice 1, première partie, mais puisqu'il s'agit donc d'un exercice en relation avec la génétique mendélienne, eh bien, je rappelle qu'il est intéressant pour les trois filières, sciences mathématiques, sciences de la vie de la Terre et sciences physiques. Bien, rentrons dans le vif de notre exercice. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avant d'attaquer le détail des réponses aux questions? Eh bien, on va faire un survol général de cet exercice, de l'énoncé de l'exercice. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez constater? Vous avez croisement numéro 1, croisement numéro 2, croisement numéro 3, croisement numéro 4. Très bien. 4 croisements. Ça peut paraître beaucoup. Donc, c'est ce qui peut laisser donc penser au premier abord qu'il s'agit d'un exercice difficile. Alors que dans le détail, ce n'est pas un exercice difficile, bien qu'il comporte 4 croisements. Donc, généralement, ça peut vous paraître un peu beaucoup. Donc, mais si vous faites donc une analyse minutieuse de cet exercice, donc vous allez trouver que c'est pas vraiment difficile. Tout simplement, dans le détail, c'est-à-dire dans les concepts qui sont traités, le type de croisement qu'on vous présente, ce sont des croisements classiques, tout à fait classiques. Donc je dirais la seule difficulté, c'est qu'il y a beaucoup, donc il y a beaucoup de croisements, donc enfin, il y en a 4 croisements. Et puis, à mon sens, à mon avis, la difficulté, c'est qu'il faut lire minutieusement les données de l'exercice et vous avez des questions et des sous-questions. Par exemple, vous pouvez avoir la question 3A et 3B. Et la question 3A, elle comporte 2 éléments. Et la question 3B, elle comporte 2 éléments. La seule chose à laquelle il faut faire attention, à mon sens, c'est qu'il faut faire attention de ne pas répondre à une partie d'une question et oublier une autre partie. Donc c'est ça la problématique. Sinon, au fond, c'est-à-dire sur le fond, les croisements, ce sont des croisements classiques, vous allez le voir. Mais
il faut faire attention. Donc, ce qu'on vous demande comme effort, c'est une lecture minutieuse des données de l'exercice et des questions, et faire attention de ne pas répondre à une partie de chaque question et en oublier une autre, parce que, comme vous le savez très bien, et chaque partie, chaque question, chaque sous-question, chaque élément de la question, donc, il a son propre barème. Donc, si vous laissez tomber donc une partie de la réponse, bien sûr, vous allez perdre le correspondant en termes de notes. Bien, alors ceci dit, on va donc lire les données de l'exercice. Pour étudier le mode de transmission de quelques caractères héréditaires, on réalise des croisements entre des variétés de pois. La plante, c'est une angiosperme. Eh bien, croisement numéro 1. Voilà, voici le croisement numéro 1. Croisement numéro 1, vous avez réalisé entre deux variétés de lignées pures, l'une à tige courte et à gousse droite, et l'autre à tige longue et à gousse incurvée. La génération F1, issue de ce croisement, est constituée d'individus à tige courte et à gousse droite. Bien. Vous avez ici lignée pure, parce que dans certains exercices, on vous signale qu'il s'agit de lignée pure, et dans d'autres exercices, on ne vous le dit pas. C'est-à-dire comme si donc on attend à ce que vous puissiez appliquer la première loi de Mendel pour déduire qu'ils sont purs. Mais ici, parmi les déductions, vous allez voir au niveau des réponses, parmi les déductions, justement, on va citer qu'il s'agit de ligne pure, donc histoire de... C'est une sorte de répétition, mais c'est pas grave. Mais, soi-disant, en principe, ce que vous devez démontrer au niveau des réponses, c'est démontrer les éléments qui ne figurent pas dans l'énoncé. Mais quelquefois, on peut faire des petites répétitions, mais ce n'est pas grave, comme je viens de le dire. Donc ici, vous avez réalisé deux lignées pures et vous avez un F1 issu de ce croisement. Donc tous les individus, ils ont des tiges courtes et des gousses droites. Bien, donc tous les individus du F1 ont le même phénotype. C'est ce qu'on appelle donc l'uniformité des hybrides de la première génération F1 qui, selon la première loi de Mendel, nous prouve que les lignées parentales sont pures. Les deux lignées parentales utilisées dans le croisement sont pures. Donc, réalisé entre deux, donc, et comme vous pouvez le constater ici, on est en train d'étudier donc un cas de hybridisme. Nous avons donc, premier caractère, c'est la longueur de la tige courte contre tige longue. Et le deuxième caractère, c'est la forme de la gousse droite et gousse incurvée. Et nous avons en F1, tige courte et gousse droite. Eh bien, vous devez comprendre facilement qu'il s'agit donc d'un hybridisme avec dominance de l'allèle responsable de tige courte par rapport à la tige incurvée. Et la dominance de l'allèle, pour le deuxième caractère, la dominance de l'allèle responsable de la gousse droite par rapport à la gousse, pardon, la dominance de la tige courte par rapport à la tige longue, voilà, et puis la dominance de la gousse droite par rapport à la gousse incurvée. Bien sûr, il ne faut pas se tromper parce que la dominance et récessivité, ça concerne les deux allèles qui sont en rapport avec le même caractère héréditaire. Donc ici, on peut dire que nous avons trois déductions. On est en train d'étudier donc un cas de dihybridisme, la forme de la gousse et la longueur de la tige. Uniformité de F1, donc les deux lignées parentales sont de deux races pures. Et puis la dominance de tige courte par rapport à la tige longue et la dominance de la gousse droite par rapport à la gousse incurvée. Ça, c'est le premier croisement. Deuxième croisement réalisé entre les individus de F1 issus du croisement numéro 1 et des individus double récessifs
présentant les deux phénotypes récessifs. Très bien. Alors, revenons à la discussion du langage qui est utilisé en génétique mendélienne. Donc, lorsqu'on dit qu'une lignée ou bien un ensemble d'individus porte un phénotype récessif, cela veut dire qu'elle porte un phénotype qui correspond aux allèles récessifs. Donc, en réalité, à la base, qu'est-ce qui peut être récessif ou bien dominant ou bien codominant? Eh bien, c'est une histoire qui est en rapport avec les allèles. Mais quand même, on a l'habitude, donc, en génétique, d'utiliser un certain un certain langage dont vous devez à chaque fois comprendre la signification. Donc, je dis présentant les deux phénotypes récessifs, c'est-à-dire l'expression des deux allèles récessifs par rapport aux deux caractères étudiés. Ce croisement-là, donc, puisque c'est un croisement entre les hybrides de la génération F1 et les doubles récessifs, eh bien, c'est un back-cross. Eh bien, le back-cross, ça nous permet de répondre à la question, donc dans le cadre du hybridisme, ça nous permet à répondre à la question, est-ce qu'il s'agit de gènes indépendants ou bien est-ce qu'il s'agit de gènes liés? Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez constater en F2, qui est issu donc F'2, qui est issu de ce back-cross? Vous avez quatre phénotypes. Eh bien, tige courte et gousse droite, c'est un phénotype parental. Vous en avez donc 500, 503. Et à l'opposé, tige longue et gousse incurvée, c'est aussi un phénotype parental, représenté avec 500. Et puis donc les phénotypes recombinés, c'est lorsqu'on a donc, dans ce cas-là, vous avez donc tige courte, gousse incurvée, donc vous avez un dominant, un récessif, etc. Ou bien un récessif, un dominant. Eh bien, vous pouvez constater que vous avez les quatre phénotypes, ils sont représentés avec les mêmes proportions. Parce que donc 503, 498, 499, 500, ce sont des nombres qui sont à peu près égaux. Donc, on applique automatiquement la loi de 1 quart, 1 quart, 1 quart. Donc 4 fois 25%, ou bien 4 fois 1 quart dans le cadre d'un back-cross, eh bien c'est ce qui nous montre qu'il s'agit de gènes indépendants. C'est-à-dire le gène responsable de la longueur de la tige et le gène responsable de la forme de la gousse, ce sont des gènes indépendants. Autrement dit, les deux couples d'allèles sont situés sur deux paires de chromosomes homologues différentes. Voilà. C'est ce qu'on peut donc déduire du croisement numéro 2. Croisement numéro 3. Alors, croisement numéro 3, c'est un autre croisement avec un autre F1, réalisé entre deux variétés de lignées pures, l'une à gousse droite et couleur jaune. C'est-à-dire le troisième croisement, il reprend un caractère parmi les deux caractères étudiés, dont le premier et le deuxième croisement, mais ça nous présente un autre caractère, un nouveau caractère, qui est la couleur de la gousse, et non pas la forme de la gousse. Donc on a étudié dans le premier cas, nous avons étudié la longueur de la tige et la forme de la gousse. Ici, nous avons étudié la forme de la gousse et la couleur de la gousse. Bien, donc réalisé entre deux variétés de lignées pures, l'une à gousse droite et de couleur jaune, et l'autre à gousse incurvée et de couleur verte. Donc toujours, ce sont deux caractères qui sont toujours en rapport avec la gousse, mais pour l'un, c'est la forme de la gousse, droite ou incurvée. Pour l'autre, c'est la couleur de la gousse qui est jaune ou bien verte. Donc c'est un autre hybridisme qui a repris un caractère parmi ceux étudiés précédemment, mais on a introduit ici un troisième caractère. Ce croisement a donné une génération F1. Ici, le terme F1, c'est-à-dire F1 F1 du premier croisement, ce n'est pas F1 du croisement numéro 3. Donc il faut faire attention à ce F1, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez, et c'est très intéressant s'il vous plaît, lorsque vous utilisez ici le terme F1, est-ce que vous désignez le F1
du croisement numéro 1 ou bien le F1 du croisement numéro 3. Donc, au niveau de votre rédaction, vous dites par exemple les individus de F1 issus du troisième croisement ou bien les individus F1 issus du premier croisement, puisqu'on a utilisé le même symbole. Donc, au niveau de votre réponse, vous devez être précis. Eh bien, ici, donc, c'est un croisement classique entre deux lignées pures. C'est un dihybridisme puisque nous avons la forme de la gousse et la couleur de la gousse. Nous avons donc une uniformité des hybrides de la première génération, ce qui va nous permettre de conclure que l'allèle responsable de la gousse droite est dominant par rapport à l'allèle responsable de la couleur de la gousse incurvée et l'allèle responsable de la couleur jaune est dominant par rapport à l'allèle responsable de la couleur verte. Très bien. Et on va voir au niveau du dernier croisement. On arrive donc au dernier croisement. Donc on a dit que avant de voir avant de voir le dernier croisement, c'est-à-dire on va déduire que l'uniformité des hybrides de F1, ça confirme que les lignées sont pures, et puis on est en train d'étudier deux caractères, donc d'hybridisme, et puis on a déduit la dominance et la récessivité par rapport aux deux caractères étudiés. Alors, on va voir maintenant le croisement numéro 4. Le croisement numéro 4, réalisé entre les individus de la génération F1 issus du croisement numéro 3. Donc on précise ici parce qu'on risque de confondre le F1 issu de croisement numéro 3 avec le F1 issu de croisement numéro 1. C'est pour cela que je vous ai dit que la difficulté de cet exercice, c'est qu'il ne faut pas mélanger les données, c'est tout. Donc, mais à la base, sur le type de croisement, c'est vraiment très classique, mais c'est une capacité donc, qu'on vous demande au niveau de l'examen, c'est-à-dire ne pas confondre les données, donc c'est-à-dire qu'il faut faire un effort pour lire minutieusement et analyser minutieusement donc toutes les composantes de l'énoncé de l'exercice. Bien, croisement numéro 4, réalisé entre individus de la génération F1 issus du croisement numéro 3 et des individus double récessifs. Donc c'est un autre back-cross. Mais c'est un autre back-cross qui nous a donné donc un résultat différent. Ce croisement, il a donné une génération F'2 constituée de. Donc, au moment de la rédaction de vos réponses, donc, il faut faire attention. Lorsque vous parlez de F'2, vous devez faire la distinction entre le F'2 issu du croisement numéro 4 et le F'2 issu du croisement numéro 2. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? 799 gousse droite et couleur jaune, c'est-à-dire 799 un phénotype double dominant, 804 un phénotype double récessif, vous voyez, c'est-à-dire la gousse incurvée, la gousse incurvée et la couleur verte. Et puis, vous avez donc dominant, récessif, récessif, dominant. Vous avez donc 198, gousse droite, couleur verte, et 199, gousse incurvée, couleur jaune. Et donc, que veut dire 799, 804? Ce sont deux nombres qui sont à peu près égaux. Et puis, ils sont très supérieurs par rapport aux deux autres nombres, à savoir 198 et 199. Eh bien, tout simplement, c'est un back-cross dans lequel on a les types parentaux, les phénotypes parentaux, c'est-à-dire le double dominant et le double récessif sont représentés par des proportions importantes, 799 et 804, alors que les types recombinés, ils sont représentés par des pourcentages relativement faibles, à savoir respectivement 198 et 199. Eh bien, tout simplement, vous connaissez la règle, c'est classique. Il s'agit d'un linkage relatif, c'est-à-dire il s'agit de gènes liés, et la distance entre les deux caractères, ça permet donc la réalisation
du crossing over. Et c'est le crossing over qui a lieu pour donc le crossing over qui a lieu donc au moment de la formation des gamètes des individus, des hybrides F'2. C'est celui qui va permettre l'apparition des gamètes de type recombiné et puis du coup des phénotypes recombinés comme résultat du croisement. Bien. Alors on a dit cette règle, vous connaissez la règle, type parentaux très supérieur à type recombiné, conclusion, gène lié avec linkage relatif, c'est-à-dire avec une distance qui permet la réalisation du crossing over. Mais je dois mentionner une chose très importante, c'est que on peut quelquefois faire une sorte, c'est comme si on apprend une règle, si on dit par exemple, si vous avez dominant-dominant ou bien récessif-récessif, vous appelez ça automatiquement type parental, ou bien dominant-récessif-récessif-dominant, vous appelez ça vous appelez ça type recombiné. Donc, eh bien, c'est pas une règle générale. Pourquoi? Parce qu'il faut voir toujours le point de départ. Donc, le point de départ pour le croisement numéro 4, eh bien, c'est le croisement numéro 3. C'est parce que dans le croisement des lignées parentales, les lignées pures de ce croisement-là, vous avez utilisé des lignées qui présentent un phénotype dominant pour les deux caractères, croisé avec une autre lignée, donc, qui a un phénotype récessif pour les deux caractères. C'est pour cela qu'au niveau de F'2, si vous avez dominant-dominant ou bien récessif-récessif, on appelle ça type parental, c'est-à-dire ça ressemble aux parents des deux lignées pures. Et si vous avez au contraire dominant, récessif, récessif, dominant, c'est ce qu'on va appeler un phénotype ou bien un phénotype recombiné. Mais supposons, par exemple, qu'au moment du croisement de départ, vous utilisez des lignées qui ont un phénotype, l'une a un phénotype dominant pour un caractère et récessif pour l'autre, et la deuxième lignée est à l'inverse, c'est-à-dire si vous croisez dominant récessif croisé avec récessif dominant, donc à ce moment-là, il faut faire attention. C'est le double dominant et le double récessif qui seront les types recombinés, alors que dominant récessif et récessif dominant, ça sera donc les types parentaux. Eh bien, ce que vous pouvez appeler type parental ou bien type recombiné, c'est toujours en comparaison avec les lignées de départ que vous avez dans votre exercice. D'accord? Donc, ceci dit, donc la conclusion qu'on peut. Donc, dans ce cas-là, on a le cas simple, c'est-à-dire le cas où l'on a double dominant, ça veut dire double dominant et double récessif, ce sont les types parentaux, et récessif dominant, dominant récessif, ce sont les types recombinés. Donc, c'est un linkage relatif, et bien sûr, on va transformer ces chiffres, ces nombres, en pourcentage pour pouvoir, par exemple, calculer la distance entre les deux gènes si jamais on nous la demande. Eh bien, allons voir ce qu'il en est du côté des questions. Qu'est-ce qu'on me demande dans les questions? Ce qu'on me demande dans les questions, c'est que moi, ce que j'ai constaté, c'est que vous avez donc la question 3A, 3B, et si on commence par la question 3, parce que l'exercice, donc il y a une autre partie donc, dans laquelle il y a un autre sujet, donc question 1 et 2. Ici, donc, on commence cette moitié de l'exercice, si vous voulez. Hein, donc, nous avons une moitié de l'exercice, c'est pour cela que nous commençons par 3 et 4. Donc, nous avons les questions 3, 4, 5. La question 3A, elle comporte deux éléments. La question 3B, elle comporte deux éléments. Et nous avons la question 4 et nous avons la question 5. Bien. Ce que j'ai constaté au niveau de l'exercice, c'est que il n'y a pas à réaliser les interprétations chromosomiques. C'est-à-dire que il faut faire attention. C'est pas donc à chaque fois pour répondre à une question, vous allez voir les questions. Pour répondre à une question, donc on n'est pas obligé de passer par l'interprétation chromosomique. C'est-à-dire pour ces trois questions, c'est-à-dire 3,
4, 5, il n'y a pas de réalisation de crossing over. Pardon, il n'y a pas de réalisation de l'interprétation chromosomique. Donc ça, c'est-à-dire que vous devez répondre aux questions selon ce que l'on vous demande. Hein? C'est pas parce qu'on est en train d'étudier donc un cas de génétique mendélienne qu'on est obligé à chaque fois d'intégrer des interprétations chromosomiques au niveau de nos questions. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est que vous avez ici donc des éléments, plusieurs éléments dans chaque question. Hein, donc, si vous voulez, la difficulté, ce n'est pas le fond, mais c'est la quantité des éléments qui sont présents au niveau des questions. Par exemple, on vous dit dans la question 3a, que déduisez-vous des résultats du croisement 1 et 3? Vous voyez? Donc, vous avez la question, vous avez le croisement 1, 2, 3, 4. Il y a une question qui est en relation avec le croisement 1 et 3 et une autre question en relation avec 2 et 4. Vous voyez? Donc, à chaque fois, donc, il faut sauter, donc il faut traverser du haut en bas, donc, ou bien du bas en haut les données de l'exercice pour pouvoir répondre correctement aux questions. Donc, c'est ça, si vous voulez, donc, la difficulté de l'exercice. Et pourquoi on a regroupé 1 et 3? Parce que ce sont les croisements de départ, si vous voulez, avec des lignées pures. Et 2 et 4, ce sont deux back-cross. Donc, il y a quand même un lien entre les croisements. C'est pour cela donc on a réuni le croisement 1 et 3 dans la question 3a et le croisement 2, 4 dans la question 3b. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit ici dans la question 3a? Que déduisez-vous des résultats du croisement numéro 1 et du croisement numéro 3 et justifiez votre réponse. Donc, pour les deux cas, on a trois choses à déduire. Ce sont des croisements entre des lignées parentales. C'est un dihybridisme des lignées parentales, donc on va déduire qu'il s'agit d'un dihybridisme. On va appliquer la première loi de Mendel pour déduire de l'uniformité des hybrides de F1, déduire donc la pureté des lignées parentales. Et puis, le phénotype de F1 pour le croisement A et F1 pour le croisement 3, il va donc tout simplement nous montrer quels sont les allèles qui sont dominants et quels sont les allèles récessifs par rapport aux deux caractères donnés. Voilà ce que l'on peut globalement trouver dans la réponse à la question 3, à savoir 3A et 3B. Alors, regardons à présent la réponse à la question 3A. 3A, c'est en rapport avec les croisements 1 et le croisement 3. Donc 3A, voici la réponse. Voilà. Regardez ici, vous avez donc 3 points. Voilà. Vous avez 3 points. Premier point, pour le croisement numéro 1, il s'agit d'un cas de dihybridisme, étude de deux caractères héréditaires, longueur de la tige et forme de la gousse. Deuxième point, l'uniformité des hybrides de la génération F1 montre que les deux lignées parentales sont pures. C'est la première loi de Mendel. Troisième point, le phénotype de F1 correspond aux deux allèles dominants. L'allèle responsable de la tige courte et dominant est représenté par un grand L. Alors, il faut faire attention en ce qui concerne l'utilisation des symboles. Bien que certains symboles peuvent à chaque fois nous mener vers une sorte de confusion, mais il faut faire attention dans l'utilisation des symboles, c'est-à-dire il faut respecter ce que l'on nous demande. Regardez ici, on vous dit utiliser. Donc, si on vous dit utiliser, vous devez utiliser. Utiliser grand L et petit l pour représenter la longueur de la tige. Et puisqu'on a dit qu'on a trouvé au niveau des résultats que tige courte, c'est le phénotype que l'on a au niveau de F1, c'est-à-dire grand L va être utilisé pour exprimer la tige courte. Et petit l sera utilisé pour exprimer la tige longue. Bien que L, ça peut nous rappeler donc L longueur, mais L majuscule, dans ce cas-là, ça représente la tige courte. Et L minuscule, ça représente la tige longue.
Eh bien, pour grand D et petit d pour représenter la forme de la gousse, alors D, droit, gousse droite, c'est dominant, parce que c'est ce qu'on a trouvé dans le phénotype de la génération F1. Gousse droite, grand D, et gousse incurvée, c'est petit d. Et pour la couleur, puisqu'on a trouvé la couleur jaune au niveau de F1 du troisième croisement, eh bien, on va dire J majuscule, ça veut dire jaune dominant, et J minuscule, ça veut dire vert récessif. Donc, L, ça ne veut pas dire long, mais L majuscule, ça veut dire tige courte. Et voilà, donc on va respecter ce que l'on nous propose. On va dire que l'allèle responsable de la tige courte est dominant et représenté par grand L. L'allèle responsable de la tige longue est récessif, est représenté par petit l. Donc vous devez, au moment où vous répondez à la question de la dominance, vous devez toujours saisir l'occasion pour présenter les symboles que vous allez utiliser selon ce que l'on vous a demandé. Donc l'allèle responsable de la tige courte est dominant, est représenté par grand L. L'allèle responsable de la tige longue est récessif et représenté par petit l. Petit l. Hein? Ici, juste à titre d'anecdote, quelquefois, vous avez donc une barre comme ça, une barre comme celle-là, et une barre comme celle-là. Donc, cette barre, ça peut représenter par exemple un I minuscule, et, un L minuscule, et une barre, ça peut représenter un I minuscule, un L minuscule ou bien un I majuscule. Donc, il faut faire attention, bien sûr. Bien. Pas de problème à ce moment-là. Bon. Le phénotype, donc, on a dit, l'allèle responsable des gousses droites est dominant, est représenté par un D majuscule, et l'allèle responsable des gousses incurvées et récessif est représenté par un D minuscule. Pour le croisement, donc pour la réponse à la question 3A, la suite de 3A, voilà, regardez. Ça, c'est pas la réponse à la question 3A. Ça, tout ceci, ce n'est qu'une partie de la réponse à la question 3A. Vous avez toujours la suite de la question 3A. C'est ce que vous avez ici. Alors, toujours, donc, on est dans la question 3A. On n'est pas encore passé à la question 3B. C'est ça, c'est pour cela que je vous ai dit qu'il faut faire attention de ne pas laisser tomber certaines parties des réponses. Alors, puisqu'il s'agit donc d'un croisement entre deux lignées pures, c'est-à-dire le croisement classique avec deux lignes pures qui vont nous donner des hybrides uniformes, une génération F1 uniforme, alors on va dire donc ce sont les mêmes déductions, mais à propos, dans le premier cas, nous avons donc la forme de la tige, pardon, la longueur de la tige et la forme de la gousse. Ici, nous avons la forme de la gousse et la couleur de la gousse. D'accord? Donc, en ce qui concerne la forme de la gousse, c'est comme si on va mettre une répétition. Parce que déjà, on connaît que la gousse droite, c'est dominant, etc. Mais puisque on a fait un autre croisement dans le cadre d'un autre hybridisme, eh bien, c'est pas grave s'il y a une sorte de répétition. L'essentiel, c'est que vous devez en être conscient. Parce que vous devez savoir que le croisement 1 et 2, ça concerne la longueur de la tige et la forme de la gousse. Les croisements 3 et 4, ça concerne la forme de la gousse et la couleur de la gousse. Donc, ce qui est commun entre les croisements 1 et 2 d'une part et 3 et 4 d'autre part, c'est qu'il y a un caractère que se répète. Je connais des exercices où l'on trouve 4 caractères, c'est-à-dire que vous pouvez trouver que le premier et le deuxième, ça vous donne par exemple un caractère A et B. Le troisième et le quatrième, ça étudie un caractère, par exemple, C et D. Donc, vous pouvez trouver dans d'autres exercices 4 caractères héréditaires. 2 croisements concernant 2 caractères A et B, et 2 autres croisements concernant des caractères C et D. Et vous pouvez trouver, dans ce cas-là, vous avez le premier et le deuxième, ça concerne 2 caractères A et B.
Le troisième et le quatrième, ça concerne deux caractères B et C. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire que la génétique mendélienne, c'est l'histoire de lire minutieusement les données. C'est-à-dire je peux être dans le cadre de l'étude de quatre caractères A, B, C, D, ou bien je peux avoir tout simplement A, B pour les croisements 1 et 2 et B, C pour les croisements 3 et 4. Ici, c'est le cas où là, il y a un caractère qui se répète, à savoir la forme de la gousse. Donc, on va dire tout simplement, il s'agit d'un cas de dihybridisme, étude de deux caractères, la forme et la couleur de la gousse. Donc, lorsque ce premier point, pourquoi est-ce qu'il est très intéressant? Parce que ça vous montre que vous avez décrypté les données de l'exercice, donc vous avez bien saisi le contenu de l'énoncé de l'exercice, donc, et vous savez très bien quels sont les caractères héréditaires en rapport avec, d'une part, les croisements numéro 1 et 2, et d'autre part, les croisements numéro 3 et 4. L'uniformité des hybrides de la génération F1 montre que les deux lignées parentales sont pures. C'est l'application de la première loi de Mendel. Et puis, le phénotype de F1 issu du troisième croisement, ça nous montre tout simplement quels sont les allèles dominants et les allèles récessifs respectivement par rapport aux deux caractères héréditaires étudiés. Très bien. Nous avons ici le phénotype de F1, ça vous montre donc le cas de la dominance. Donc vous avez ici l'allèle responsable des gousses droites est dominant et je le nomme grand D selon ce qui est donc demandé dans l'énoncé. Donc je ne vais pas faire des symboles de mon propre choix, mais je dois respecter les symboles qui sont proposés au niveau de l'énoncé de l'exercice. L'allèle responsable des gousses incurvées est récessif D, donc c'est le caractère qui se répète. Voilà. Et puis, le nouveau caractère, c'est-à-dire le troisième caractère qu'on avait donc ajouté dans les croisements 3 et 4, eh bien, c'est le caractère qui est en relation avec la couleur de la gousse. Vous avez ici donc l'allèle responsable des gousses jaunes est dominant, J. L'allèle responsable des gousses vertes est récessif, petit j, c'est-à-dire tout simplement j minuscule. Donc tout ceci, c'est la réponse à la question 3a. Et maintenant, on va passer à la question 3b. Qu'est-ce qu'on me demande au niveau de la question 3b? Eh bien, à l'aide des résultats de croisement 2 et 4, regardez comment donc je dois faire attention. À l'aide des résultats des croisements 2 et 4, en justifiant votre réponse, comment se transmettent les caractères héréditaires. Alors, comment se transmettent les caractères héréditaires? Comme je vous ai dit donc dans l'introduction, alors à ce moment-là, donc, on ne va pas parler de la dominance et la récessivité, c'est-à-dire la question de comment se transmettent. Eh bien, cette question, on va comprendre que est-ce que les deux gènes sont liés ou bien est-ce que les deux gènes sont indépendants? Parce que j'en ai fini avec la problématique de la dominance et la récessivité. Alors, à ce moment-là, cette question de comment se transmettre dans ce contexte, c'est en rapport avec la liaison ou bien avec l'indépendance des deux caractères étudiés. Eh bien, vous savez très bien que pour le croisement numéro 2, c'est un back-cross qui a donné 85%. Ce sont des gènes indépendants. Et le numéro 4, c'est le croisement qui nous a donné donc 4 phénotypes avec deux parentaux représentés par des proportions élevées et deux recombinés qui sont représentés par des proportions relativement faibles. Bien, donc c'est ce qu'on va dire donc, comme réponse à la question 3b. Donc 3b, il y a deux parties. Donc 3b en rapport avec le croisement numéro 2 et la suite 3b en rapport avec le croisement numéro 4. Voici la réponse à la question 3b. Voilà, 3b. Alors 3b croisement numéro 2. 3b suite, croisement numéro 4. Donc, comme je n'ai pas donc cessé de répéter, c'est que le petit problème que l'on peut avoir au niveau de cet exercice, c'est qu'on risque d'oublier de répondre à une partie de la question
et d'oublier la deuxième partie. Donc ici 3B et 3B suite. Voilà. Alors 3B, croisement numéro 1. Eh bien le croisement numéro 1, je vais dire tout simplement que c'est un back-cross. 4 phénotypes à proportion égale à 25%. Eh bien les gènes responsables respectivement de la longueur des tiges et de la forme des gousses sont indépendants. Lorsque je déclare d'une façon claire quels sont les caractères auxquels donc je me suis intéressé, cela veut dire que j'ai bien suivi les étapes de l'exercice, c'est-à-dire que je maîtrise très bien le contenu de mon exercice. C'est un back-cross, 4 types de phénotypes, 4 phénotypes à proportion égale, 4 fois 25%, et cela montre que les gènes sont indépendants. Ça, c'est pour le back-cross numéro 2. C'est la première partie de la réponse à la question 3B. Deuxième partie, c'est en rapport avec le croisement numéro 4. Eh bien, c'est aussi un autre back-cross, mais dans ce cas-là, 4 phénotypes à proportion différente, 2 phénotypes parentaux représentés par un pourcentage de 80,15%. Donc, je ne vais pas revenir pour vous montrer comment il faut calculer le pourcentage à partir de ce tableau. Donc, vous devez être capable de transformer ces chiffres-là, 799, 198, 199, etc. Vous devez être capable de transformer tout ça en termes de pourcentage. Voilà. Donc, croisement numéro 4. 4 phénotypes à proportion différente, 2 phénotypes parentaux représentés par 80,15%. C'est le pourcentage réuni des 2 phénotypes parentaux, et le pourcentage réuni de 2 types recombinés, il est représenté avec donc un pourcentage de 19,85%. Eh bien, je vais tout simplement déduire de cela que les 2 gènes responsables respectivement de la forme et de la couleur des gousses sont liés. Il s'agit d'un linkage relatif vu la présence de types recombinés. Eh bien, ce que je peux déduire aussi, c'est que le crossing over chez les hybrides de la génération F1 pendant la formation des gamètes est responsable de l'apparition des phénotypes recombinés. Parce que si on n'a pas de crossing over, eh bien tout simplement, on va trouver uniquement les phénotypes parentaux. Donc c'est ça la réponse à la question 3B. Et voyons la quatrième question. La quatrième question, c'est tout simplement, on vous dit dans la quatrième question, donnez les génotypes de la génération F1 issue du numéro 1 et F1 issue du numéro 3. Donc vous voyez un petit peu, à chaque fois on saute 1, 3, 2, 4. Vous voyez? Donc vous voyez donc, c'est-à-dire que il faut faire attention, donc il faut lire l'énoncé d'une façon lire l'énoncé d'exercice d'une façon minutieuse, donc pour que les choses ne soient pas mélangées. Eh bien, donnez le génotype de F1 pour le croisement numéro 1 et donnez le génotype de F2. Et vous pouvez constater ici qu'on ne vous demande pas de justifier. Donnez le génotype. Eh bien, si vous nous donnez correctement les génotypes, eh bien, tout simplement, ça nous montre que vous avez bien compris. Eh bien, qu'est-ce qu'on me demande au niveau de la question 4? Croisement numéro 1, génotype des hybrides de F1. Eh bien, l'écriture du génotype de cette manière-là, ça montre bien que j'ai compris qu'il s'agit de gènes indépendants, comme d'ailleurs donc on a déjà répondu à ça dans les questions précédentes. Eh bien, grand L, petit l, c'est la longueur de la tige. Grand D, petit d, c'est la forme de la gousse. Et toujours, donc, nous avons grand D, petit d, c'est la forme de la gousse. Et grand G, petit g, c'est la couleur de la gousse. Eh bien, déjà, pourquoi on ne vous a pas demandé ici de justifier? Parce que déjà, si vous écrivez correctement les génotypes, et cela veut dire que vous avez compris donc tout l'enchaînement des étapes de l'exercice. Donc ça, ce génotype, ça montre que il y a des gènes, nous avons des gènes indépendants. Et cette façon d'écrire le génotype, ça montre qu'on a affaire à des gènes
à des gènes liés, avec un linkage relatif. Très bien. Une autre remarque, très importante en ce qui concerne donc l'enchaînement des réponses aux questions d'un exercice. On ne doit pas avoir des contradictions. Si vous mettez des contradictions, eh bien, je vous dis tout simplement que c'est grave. Supposons que vous avez répondu dans les questions précédentes que les gènes responsables de la longueur de la tige et la forme de la gousse, si vous avez déjà dit qu'il s'agit donc de gènes indépendants et vous nous présentez ici une écriture, par exemple, qui est en rapport avec des gènes liés, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a des contradictions au niveau de l'enchaînement de l'exercice. Les contradictions, c'est grave. Hein? Avoir des contradictions au niveau des réponses aux différentes questions de l'exercice, donc c'est un point négatif. Donc, le correcteur ne serait pas indulgent vis-à-vis des contradictions. Vous pouvez trouver donc une question où il y a un tout petit élément qui manque, mais si déjà on a donc, le correcteur voit que donc il y a une tendance, c'est-à-dire que ça montre vos réponses, ça montre bien que vous avez bien compris donc le contenu de l'exercice. Donc c'est pas grave s'il y a un tout petit élément qui manque, mais lorsqu'on rentre dans les contradictions, donc c'est vraiment impardonnable. Bien, ça c'est la quatrième question. Eh bien, la cinquième et la dernière question, qu'est-ce qu'elle nous demande? Eh bien, tout simplement, au niveau de la cinquième question, nous avons ce qui suit. Montrer le rôle du brassage chromosomique dans la diversité génétique des gamètes produits lors du croisement numéro 2 et lors du croisement numéro 4. Eh bien, qu'est-ce que vous devez comprendre au niveau de la cinquième question par rapport au croisement numéro 2 et au croisement numéro 4? Eh bien, tout simplement, vous devez comprendre que le croisement numéro 2, c'est un cas de gène indépendant. Eh bien, le phénomène qui est responsable de la diversité génétique, c'est le brassage interchromosomique. Donc, la diversité génétique, d'une façon générale, c'est en rapport avec la diversité des types des gamètes produits. En l'occurrence, les gamètes produits par les hybrides de la génération F1 issus donc en rapport avec le croisement numéro 2 ou bien le croisement numéro 4. D'accord? Donc, le brassage chromosomique, lorsqu'on a donc le rôle du brassage chromosomique dans la diversité génétique, c'est pour le cas de gènes indépendants, c'est le brassage interchromosomique, et pour le cas de gènes liés, c'est le brassage intrachromosomique. Donc, ce sont les deux phénomènes qui constituent le brassage génétique, qui est un phénomène qui est responsable de la diversité génétique, notamment au moment de la méiose. Voilà donc, je vais relire la cinquième question. Montrer le rôle du brassage chromosomique dans la diversité génétique des gamètes produits lors du croisement numéro 2 et du croisement numéro 4. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire dans cette cinquième et cette dernière question? On veut tout simplement donc les mots-clés. Les mots-clés, ce sont donc brassage intra- et interchromosomique. Voilà, vous avez la cinquième question. Croisement numéro 2, donc toujours, la cinquième question, c'est en rapport avec le croisement numéro 2, qui nous montre des gènes indépendants, et le croisement numéro 4, qui nous montre que ce sont des gènes liés. Donc, croisement numéro 2, les gènes sont indépendants. Brassage interchromosomique, c'est la loi de la ségrégation indépendante des caractères. C'est ce qu'on appelle aussi la troisième loi de Mendel. C'est une expression du phénomène de brassage interchromosomique. Les doubles hétérozygotes de F1 produisent 4 types de gamètes à proportion égale, 4 fois 25%. Donc, on produit 4 types de gamètes, donc on produit une diversité des types de gamètes qui vont nous donner, à travers les générations, une diversité génétique d'une façon générale. Eh bien, cette diversité génétique est liée au brassage interchromosomique. Et vous devez aussi comprendre que la ségrégation indépendante des caractères, ça signifie donc toujours le langage, il faut savoir quelle est la signification de termes utilisés.
ségrégation indépendante des caractères, c'est-à-dire ségrégation indépendante des couples d'allèles, ou bien ségrégation indépendante des paires des chromosomes homologues au moment de la méiose. Ce sont plusieurs expressions qui veulent dire la même chose. Et c'est ce qu'on appelle aussi la troisième loi de Mendel. Donc, j'ai dit, le mot-clé, c'est brassage interchromosomique. Pour le croisement numéro 4, on va dire donc, puisque les gènes sont liés et il y a un linkage relatif, eh bien ici, c'est le brassage interchromosomique qui est responsable de la diversité génétique. Donc, crossing over, brassage interchromosomique chez les doubles hétérozygotes de F1, c'est-à-dire les hybrides de F1, ce qui permet la production de 4 types de gamètes à proportions différentes, avec les types parentaux nettement supérieurs aux types recombinés. Donc, on arrive donc à la fin de cet exercice. Une autre remarque, un autre conseil, c'est la rédaction. La rédaction doit être propre au niveau de l'examen national. Regardez ici par exemple, j'ai mis cinquième question, croisement numéro 1, et j'ai mis premier point, deuxième point, troisième point. Croisement numéro 2, premier point, deuxième point, etc. C'est-à-dire que une belle rédaction, c'est un point très fort au niveau de l'examen national. Je vous souhaite de tout mon cœur, je vous souhaite bonne chance et je vais continuer donc dans les prochaines vidéos, je vais continuer donc le corriger de l'examen national, session de rattrapage, sciences mathématiques A, session de rattrapage, eh bien, 2016, eh bien, donc, d'ici là, je vous souhaite bon courage, portez-vous bien et à la prochaine.